Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre tranche écho du palais, chers amis téléspectateurs de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus à cette émission. Comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de mon co-présentateur Manu Atibou. Bonjour Manu. Bonjour Madame Chantal et bonjour très chers téléspectateurs. Merci Manu. Nous sommes, mesdames et messieurs, accompagnés. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Sissi Gizanga. Madame Sissi Gizanga est spécialiste en criminalité de l'enfance et avec elle, nous allons devoir parler de la justice pour mineurs en République démocratique du Congo. Quid de sa responsabilité devant la loi. Bonjour Madame Sissi Gizanga. Bonjour Madame Chantal. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi, nous voulons savoir pour la première question, d'entrée de jeu, vous pouvez nous définir un mineur en droit congolais. Qui est-ce qu'on appelle mineur en droit congolais? Ok, merci pour la question. Merci pour l'émission d'ailleurs. Un mineur en droit congolais, selon les lois, c'est tout être humain de moins de 18 ans. Mais il faudrait signaler qu'un mineur cité devant la loi commence par la grossesse. Sinon, on risque de croire qu'on parlerait d'un bébé jusqu'à 17 ans. Donc, l'enfant reconnu mineur, selon la loi, commence à 0 mois de grossesse jusqu'à ses 17 ans révolus. Ok. Donc, c'est cet enfant-là qui est au centre du travail que vous faites au quotidien. Selon vous, je voudrais savoir quelle est cette analyse que vous faites aujourd'hui de cet enfant, parce que vous êtes dans votre spécialisation, dans votre domaine de la criminalité de l'enfance. Comment ça se passe? Quelle est votre lecture par rapport à la criminalité de l'enfance dans la ville-province de Kinshasa? D'entrée de jeu, il faudrait expliquer les thèmes, les concepts. Hein. Criminalité, criminel, enfant, criminalité infantile. Il faudrait d'abord savoir que lorsqu'on parle de criminalité, on voit déjà des concepts, des cours, des formations, informateurs. Là, ce n'est pas une vie comme les gens peuvent l'imaginer. Un criminel, on se dit un criminel. Non, non. Quand on parle de criminel, c'est un résultat. Après étude, après vérification, après suivi, c'est pratiquement lorsqu'on a échoué qu'on parlerait d'un criminel. Un criminel fait, on entend parler d'un criminel né, comme pour déterminer le fait que quelqu'un ne s'arrête pas de poser des actes criminels. C'est un peu ça. Et puis c'est tout à fait normal lorsqu'on parle de criminalité infantile, on voit un enfant qui pose des actes qualifiés de criminalité, des criminels au niveau de la loi. Okay. Alors Manu, je ne sais pas, tu as une question à Madame Sissi. Alors, Madame Sissi, il faudrait de façon très brève nous dire quelles seraient véritablement, au besoin à s'appuyer à la loi, les différences qui existeraient entre la délinquance juvénile, comme nous l'entendons, et la criminalité infantile. Bon, pour éviter un peu des termes assez difficiles, nous sommes devant un public mélangé. Il y a des enfants, il y a des gens qui ne sont pas juristes à fond. Okay. Un délinquant juvénile d'abord, on voit déjà qu'il s'agit des jeunes. Un jeune, c'est celui qui peut aller jusqu'à 55 ans. Hein. On peut être jeune jusqu'à 55 ans. 30 ans, on est jeune. Et lorsqu'on parle de délinquance, c'est l'ensemble des comportements continus dont une personne en fait une vie. Et ce n'est pas d'emblée comme ça, lorsque quelqu'un pose un acte, il est qualifié de délinquant. Non, non. Non, non, la délinquance, surtout juvénile, c'est-à-dire il s'agit des adultes. Souvent, ce sont des adultes réfléchis
Ils sont déjà responsables par rapport à leurs actes et ils sont délinquants parce qu'ils ne s'arrêtent pas, ils ont choisi cette vie-là et ils ne font aucun effort pour s'arrêter. Donc, lorsque la loi les qualifie, la loi les regarde, les sélectionne, on comprend que non, c'est une vie de délinquance. Attention, ne voyons pas la délinquance comme seulement quelqu'un qui tue. Non, non. Il y a des dépravations de mœurs, il y a des antivaleurs. La délinquance, c'est l'ensemble un peu de tout. Il y a même des jeunes filles. Sinon, on risque de plonger dans... On voit déjà un jeune Koulouna avec sa machette. Non, non. Il y a des jeunes femmes délinquantes. Il y a même des jeunes mariées délinquantes. Ça veut dire? Oui, c'est quelqu'un qui affiche des antivaleurs, qui blesse la liberté des autres et qui sont passibles devant la loi. Il y a des infractions passives que les gens ne savent pas, ignorent. Les gens ne savent pas déjà que je suis plongé dans la délinquance, sinon je suis plongé dans l'infraction. On peut émettre des bruits et être auteur d'infractions. Okay. Parce qu'on a fait des bruits et ça dérangeait le voisin. Donc, nous nous promenons, voulais-je dire, en rencontrant des infractions. Et il y a même des auteurs de ces infractions qui s'ignorent et qui ignorent qu'ils sont auteurs des dites infractions. Donc, la délinquance, c'est vraiment un ensemble de comportements contenus. Une personne en fait une vie qualifiée d'infraction ou bien d'antivaleur selon notre loi et us et coutume d'ailleurs. Okay. Et lorsque vous parlez d'un suivi, lorsque vous parlez du comportement ou d'un résultat après, je vais dire, vous avez parlé d'un suivi, c'est-à-dire qu'après un certain temps, s'il n'y a pas un suivi, la personne peut retomber dans ce pourquoi elle a été reprochée et donc demeurer dans cet état de criminalité. Il faut un suivi à un certain moment. Alors, comme pour enchérir, okay. Là, on parlerait de, tout de suite après, quelqu'un qui forcément commet un forfait est passible des poursuites judiciaires. La personne devra soit être acquittée, soit condamnée. Mais pour les cas du mineur qui aujourd'hui est en question, pour celui qui est condamné, finalement, mais qui revient à son forfait, c'est-à-dire qu'après avoir purgé sa peine, ou concevons dans le sens où la personne a purgé sa peine, mais qu'après la personne récidive. Pour le cas du mineur, est-ce que ça implique une autre attention de l'État où les traitements est pareil qu'avec un adulte qui commet le même cas, ou qui retombe dans la même situation de récidive? Bon, pour la première question, je dirais que c'est déjà assez irresponsable de parler des suivis des adultes. Si un adulte est déjà sur le banc de ceux-là qu'on doit suivre, il est déjà à sa fin. Comment on peut suivre un adulte? C'est-à-dire s'avérer qu'il est vraiment déjà au niveau d'irrécupérable. On peut suivre un enfant. L'adulte est responsable de ses actes, il est assez informé. On suit un adulte sous traitement, même traitement juridique. Il est peut-être condamné sur sursis, il est peut-être condamné, je ne sais pas moi, sur les DI, ce qu'on appelle les dommages à intérêt, dans le traitement, sinon la sanction est en cours. Alors on est en train de l'observer, surtout en matière de détournement, en matière de trafic, en matière de transactions d'argent. Quand quelqu'un ne s'arrête pas, il a trop de dettes par-ci, par-là, il fait des faux usages. Donc à un adulte, ce serait difficile de parler de suivi. S'il faudrait parler d'un suivi pour un adulte, alors c'est déjà un adulte qui a emboîté les pas des criminels, sinon. Alors, en ce qui concerne les enfants condamnés, bon, en matière d'enfants criminels, il faudrait déjà dire que c'est un terme très sensible, parce que l'enfant n'est déjà pas responsable de ses actes jusqu'à 18 ans. Il y a une petite responsabilité qui le suit,
la responsabilité civile qui souvent est répandue par les parents et la responsabilité pénale à partir de 14 ans qui n'est pas tout à fait comprise comme les communs de mortels les comprennent. Justement, parce que lorsque vous suivez par exemple la réaction sociale, lorsqu'il y a des faits infractionnels qui se commettent chez un enfant et l'on estime que on ne poursuit pas l'enfant. Pourquoi on ne poursuit pas l'enfant? Mais il y a eu une infraction, il y a eu blessure, il y a eu coups et blessures, il y a eu mort d'homme causé par un enfant. C'est comme si l'enfant, lui, ne répond pas pénalement devant la loi. Qu'en est-il de cet état de choses? Bon, l'enfant est sujet devant la loi. L'enfant n'est pas arrêté. L'enfant a une possibilité d'être refait. Donc, chez nous, on parle de la possibilité à un adulte de corriger ses erreurs. Un enfant est une opportunité aux adultes, justement, de bien faire les choses. Parce qu'il a encore l'âge d'apprendre. Il peut corriger son comportement. On lui accorde beaucoup de crédit. Les choses peuvent changer si justement il est suivi par un adulte. Et il faudrait dire que les juridictions juvéniles, sinon les juridictions pour enfants, ne condamnent pas les enfants. Les enfants, on les rééduque. Ce sont des juridictions sociales. Elles ne sont pas correctionnelles ni punitives. Alors, elles sont là justement pour réencadrer l'enfant, le remettre sur les rails. Et c'est difficile de parler d'un enfant récidiviste. Déjà, on parlerait de réitérant. C'est un enfant qui est tombé, qui est retombé dans les mêmes faits. C'est à l'attention de l'adulte de corriger, de conduire cet enfant-là jusqu'à ce qu'il puisse s'amender et apprendre à bien se comporter, à bien se mettre. Donc, un enfant, j'ai compris la question là où vous voulez en venir. Donc, un enfant qui répète les mêmes erreurs, c'est ça, hein? C'est ça. Les mêmes erreurs, Oui, oui. les mêmes forfaits, les mêmes manquements, et porter à la responsabilité de l'adulte de le corriger, enfin, de le réprimander et de l'enseigner, de continuer à les former, de ne pas s'arrêter jusqu'à ses 18 ans. Là, on se dit non, on a pratiquement échoué, qu'il devrait porter cette responsabilité pénale au complet. Parce que les infractions chez les juridictions pour enfants dites manquements, dans les infractions ne changent pas. Hein. Dans nos codes, les infractions Justement, restent telles quelles. Qu'elles soient commises par un adulte ou Oui, un enfant, un mineur. Oui, elles restent meurtre, homicide. Ça ne change pas. Si ce sont des coups et blessures, ça ne change pas. Que ce soit dans leur définition, que ce soit dans leur pénalité. Non. Alors, Ça change seulement du côté répression. Oui, c'est la position de l'enfant. L'enfant reçoit cette sanction différemment. En fait, chez les enfants, pour mieux expliquer, c'est un traitement. On le considère comme un malade juridique. Parce que les juridictions, c'est comme les cliniques juridiques. Alors, lorsqu'on nous amène un enfant qui affiche une maladie, il y a des traitements dans nos lois. Et la loi peut dire qu'à tel traitement, à tel mal, il y a tel traitement. Question de récupérer, d'essayer de récupérer un enfant. C'est vrai aussi qu'il y a certains traitements qui échouent, sinon qui sont insuffisants. Mais au niveau de la RDC, de notre juridiction, on est en train de lutter pour que ça soit adapté à l'enfant congolais. Parce qu'il faudrait dire que les us et coutumes ne se ressemblent pas. Dans le droit comparé en France, leur traitement diffère de chez nous. Il y a des textes qui diffèrent. C'est vrai qu'on peut emprunter. Il y a la jurisprudence aussi qui nous sert de béquille quelquefois en matière d'enfance. Il faudrait dire qu'au niveau d'autres juridictions, il y a des psychologues, par exemple, comme traitement. Il y a des enfants qui ont plus des problèmes psychologiques que des problèmes de comportement. Ils n'ont pas eu la chance de grandir dans des environnements adéquats par rapport aux autres enfants. L'enfant est encore regardé comme une victime que regardé comme un coupable. On ne parle même pas de culpabilité. Victime de son environnement. Oui, de ses carences.
il n'a pas peut-être eu la chance ni la grâce d'être exposé positivement. Très tôt. Donc, il y a des manques qui le poussent à afficher certains comportements qualifiés d'infraction devant notre loi. Alors, Mme Zizi, puisque vous en êtes praticienne, nous aimerions savoir comment l'État s'y prend face à ces enfants qui, aujourd'hui, sont, vous avez dit qu'il ne faut pas parler des culpabilités, ne sont pas coupables, mais sont en traitement. Voilà. Comment l'État s'organise? Dans quelles conditions l'État gère ces enfants pour que finalement ils soient traités et resocialisés? Bon, nous avons déjà les juridictions pour enfants, les tribunaux, tribunaux pour enfants. Il y en a 5 au niveau de la capitale. Nous avons les lois portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009 qui reprend tout ce qui a trait à la juridiction de l'enfance. Alors, le législateur a particularisé la chose. Donc, ce sont des juridictions spéciales, et ce sont des lois assez spéciales aussi, appropriées à l'enfant congolais. Bon, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés, ce qui est normal, naturel, vu déjà l'étendue du pays et les structures d'accueil, il faudrait dire les structures d'accueil, qui quelquefois s'affichent insuffisantes. Déjà, il n'y a pas assez d'espace au niveau des placements, des maisons des transits pour placer ces enfants-là. Et il n'y a pas trop d'encadrement, il n'y a pas trop d'encadreurs, je voulais dire, pour les suivre. Il y a des enfants qui sont à l'école, qui commettent les forfaits, il faudrait les placer pour telle raison. Alors, en ce moment-là, il doit continuer ses études. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est déjà bon. Le législateur avait mis au niveau de la justice pour enfants plusieurs positions, c'est-à-dire situations pour aider aussi la juridiction pour enfants de bien gérer la chose. Mais il faudrait dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors là, il faut dire que il y a nécessité pour les assistants sociaux de collaborer avec les juridictions pour enfants. L'assistance sociale, c'est une personne très capitale au niveau des juridictions pour enfants parce que ce sont des juridictions justement spéciales. Alors, l'assistance sociale, le mot le dit, l'enfant doit être resocialisé. C'est le travail de l'assistance sociale. Le juge est en train de glaner sur les infractions qu'on appelle manquements, les établir d'abord. Si c'est établi, il y a une position à prendre, il y a une décision à prendre. Si c'est non établi, on peut relâcher, remettre l'enfant en famille. Mais l'assistance sociale ne s'arrête pas là. On doit suivre cet enfant-là, justement pour qu'il ne puisse pas réitérer dans cet acte-là. On doit accompagner cet enfant-là jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce n'était pas une vie, ce n'était pas... en fait, c'était un accident. C'était un accident, ce n'était pas que l'enfant c'est un délinquant ou bien... c'est comme on dit, un koulouna ou bien un enfant qui a déjà des comportements qui s'annoncent mal au niveau de sa famille ou bien au niveau de sa personne. Et lorsque l'infraction est établie, comment vous procédez concrètement? Bon, ça dépend des manquements. Il y a des manquements d'au-delà de 15 ans. Ok. 15 ans, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des associations de malfaiteurs, des attentats à la sûreté de l'État, on en a vu aussi. On retrouve les enfants? Oui, on retrouve les enfants partout. Des enfants mineurs? Les enfants mineurs, bon, enfin, ouais, les mineurs. Les mineurs, oui, ce sont des mineurs. Alors, quand le manquement est établi, et le juge voit quelle est la mesure, c'est qu'on dit sanction, qu'on peut appliquer à un enfant. On peut le placer dans une maison de garde jusqu'à son 22e année. Question d'abord d'être sûr de le protéger,
de le rééduquer, de le résocialiser. C'est ça l'objectif du placement. Ce n'est pas d'arrêter l'enfant, de le fouetter chaque jour pour qu'il puisse se corriger. Non, non, c'est pas ça. Sinon, ça donnerait cette impression-là. Mais plutôt de suivre un enfant. C'est pourquoi on a vraiment besoin des psychologues par rapport à cela. De voir comment un enfant de 14 ans peut déchirer le ventre d'une femme. C'est un cas on a eu à l'imiter. Déchirer le ventre d'une femme et faire sortir un bébé. Et se sentir équilibré. Donc, c'est un enfant à problème. C'est un problème, c'est un cas. On sent déjà que c'est pratiquement une victime à la limite. Il a besoin d'être traité. Parce qu'à 14 ans, si on ne le récupère pas, à ses 22 ans, relâché, sinon... Ce sera les armes, cette fois-là. Des armes ce serait terrible. À balles réelles. Oui. Donc, quand un enfant affiche un comportement assez inquiétant, l'adulte doit veiller. L'adulte doit veiller. Et le parent que le magistrat est, un parent juridique, le parent social qui est l'assistance sociale, le parent familial qui est son père et sa mère, s'il en a, sinon son tuteur, nous avons tous le devoir de bien regarder cet enfant-là, de corriger s'il y a à corriger, de réparer au plus vite s'il y a à réparer. Et nous avons besoin d'être outillés à fond pour cela. Parce qu'un enfant, c'est l'avenir de la nation. Si on échoue sur un enfant, je ne sais pas quel adulte il fera. Quel adulte il fera. Donc, c'est la conjugaison de plusieurs efforts. Les parents, oui. Les juridictions, Oui. Et les psychologues, les assistants sociaux. Donc, ce n'est pas un travail d'une seule personne. Non, non. Et même l'école. Hein. Et même l'école. Et même l'école, l'enfant passe plusieurs heures à l'école, sinon plusieurs jours. Il a 2 mois des vacances à la maison. Et je crois 9 mois à l'école. Donc, l'école aussi tape très fort sur la formation de l'enfant. Et on a d'ailleurs eu une fois besoin de conjuguer avec les écoles pour enseigner les enfants les nouvelles lois portant protection et les limites et leurs droits. Parce que on se dit, bon, les enfants ont eu le temps d'apprendre n'importe quoi sur la rue, sur les plateaux, enfin sur les réseaux sociaux, je voulais dire. Mais sur les lois, nos lois, peut-être les enfants les ignorent. Et pourtant, ils posent des actes contre les lois. Pourquoi pas les enseigner sur ces lois en question? Donc, on a eu aussi cette tendance-là. Donc, que ce soit l'école, que ce soit les journalistes que vous êtes, je voulais dire que nous sommes, les journalistes, il y a les sociétés civiles, nous avons le devoir de relever un enfant. J'aime bien notre hymne national lorsqu'on dit à la fin que nous léguons à notre postérité. Qu'est-ce que nous léguons? Et c'est que nous léguons ce legs-là, c'est dans quel état? C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on doit laisser. Donc, regardons les enfants comme l'avenir de cette nation. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire sur l'enfant. S'il y a à corriger demain certaines failles au niveau de la nation, il faut miser sur l'enfant. Il faut commencer à corriger, à réparer, à restaurer, à donner des béquilles aux enfants maintenant pour que la nation soit relevée, sinon élevée demain. C'est un peu ça. Alors, Madame Sissi, le 20 novembre de chaque année, l'on célèbre l'enfant. Alors, vous, en tant que spécialiste dans le domaine de l'enfant, est-ce que vous avez un mot, quelque chose à suggérer pour l'intérêt de l'enfant, surtout au niveau national? Bon, le 20 novembre, c'est la journée internationale du droit de l'enfant. On la fête chaque 20 novembre. Cette année, nous avons eu cette pensée d'organiser une journée de sensibilisation justement sur le droit de l'enfant qu'on a intitulé Plus de sang sur l'uniforme de l'élève, en commémorant les meurtres qui se sont passés, je ne sais pas, non seulement à l'école Madame Le Sévigné, mais il y a eu plusieurs cas de manquement.
Pas seulement les meurtres, il y a eu des tentatives d'empoisonnement, il y a eu de violences sexuelles dans les écoles. Il y a eu beaucoup d'actes devant la loi nommés infractionnels. Alors on avait voulu que cette année, crier un peu plus fort que nous disons non à ces choses. Cette année scolaire a commencé avec un tableau tout noir. Il y a eu pendaison par-ci. En tout cas, c'est ce que nous avons appris et ce que nous avons suivi de nous-mêmes. Il y a eu meurtre. Alors, à l'occasion de cette journée, nous avons organisé une journée de sensibilisation. Je pense que nous allons encore repasser sur vos chaînes pour donner plus de précisions. Nous avons pensé faire ça dans des écoles, avec les élèves cette fois-ci, les enseignants, les commissions des parents, les informer qu'il faudrait dire non à ces choses et chercher comment s'outiller pour arrêter cela. Parce que nous avons affaire aux enfants. On regarderait un enfant qui a poignardé l'autre, c'est vrai, comme un petit diable. Mais on ne sait pas ce qui est réellement passé. Justement, parce que il faut se le dire, c'est un enfant qui a été carrément exposé déjà. Les photos, on a vu les photos qui ont circulé ça et là. Même l'autre qui avait tenté, semble-t-il, de mettre des substances mortelles dans une gourde de son camarade a été vraiment exposé. Et on sent vraiment la nécessité de sensibiliser même les enseignants qui, à la limite, devraient protéger l'enfant en aparté, mais a quand même préféré accepter de présenter l'enfant devant tous ses camarades. Et cette situation-là, je crois que vous devrez vous y atteler, même l'enseignant devrait être en principe interpellé sur cet acte-là, parce que c'est quand même gravissime que ça provienne de lui. En matière de criminalité infantile, il n'y a pas de coupable, on ne parle pas de culpabilité là. On a plutôt deux victimes qui accuseraient un responsable, un adulte, un parent, un tuteur, d'avoir mal fait son travail. Mais justement, je parle justement de l'enseignant. De l'enseignant qui a exposé l'enfant devant les autres camarades. Parce que demain ou après-demain, cet enfant sur la route peut faire l'objet de certains actes des autres qui peuvent s'évenger. Vous vous rendez compte? Donc je crois qu'il revenait à l'enseignant de protéger. Si l'enseignant maîtrisait, connaissait un peu les lois portant protection de l'enfant. C'est vrai, on acclame, mais en vrai, on a exposé cet enfant, on ne sait pour combien de temps dans sa vie. Parce que tout le monde a reconnu son visage, tout le monde l'a connu, et demain, après-demain, on peut se rencontrer sur la route. On se dira, tiens, c'est cet enfant-là qui avait versé des substances mortelles dans la gourde de l'enfant. Donc, je crois qu'il est vraiment un grand temps pour sensibiliser même les enseignants qui sont aussi parents à avoir un peu des limites. Parce que l'enfant, comme vous l'avez dit, il n'est pas coupable. C'est vrai qu'il est sujet, il est auteur, mais quelqu'un qui doit être suivi pour s'amender. Alors, en parlant de la non-culpabilité de l'enfant, j'aimerais également retoucher un tout petit peu un point que vous avez évoqué, celui de l'enfant, permettez que je le cite ainsi, celui de l'enfant qui a poignardé, malheureusement c'est passé et tout le monde a vu, qui a malencontreusement poignardé et ôté la vie par sa faute, la vie de son ami a été ôtée. Alors, aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions sur cette responsabilité. Serait-ce les parents de l'enfant qui devront répondre à la place de l'enfant, comme pour dire qu'ils iraient en prison à la place de l'enfant, ou simplement on se retrouverait dans une situation où le forfait commis par l'enfant auteur de cette infraction ne sera pas pris comme tel et qui devra passer comme n'ayant jamais eu lieu. Bon, parlons de responsabilité civile, c'est ce que vous voulez dire. On peut prendre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. En fait, la responsabilité pénale, selon le commun de mortel, commencerait à 14 ans pour l'enfant. Il peut commencer à répondre pénalement à partir de 14 ans, avec la présomption d'innocence, parce qu'il n'est pas toujours coupable. Déjà, chez les adultes, on parle des présomptions d'innocence, à fortiori, chez les mineurs. Alors,
À partir de 13 ans, l'enfant carrément ne répond même pas, ne répond pas devant la loi. Donc, on le laisse rester chez lui à la maison? Irresponsable, irréfléchi. Non, non. Les parents doivent venir. En fait, chez nous, ce que nous poursuivons, c'est quoi? On doit amener à la justice de comprendre pourquoi un enfant peut aller jusqu'à tuer, même s'il devrait répondre à son ras-le-bol. Parce qu'à chaque cas, à chaque fois qu'on a eu ces cas-là, c'est un ras-le-bol. Quand un enfant s'épand, c'est un ras-le-bol. Quand il réplique par des armes, c'était un ras-le-bol. Quand il se jette du 13e niveau, on a eu un cas là, c'était un ras-le-bol. Pourquoi un enfant, lorsqu'il se sent offensé, il réplique avec des armes? Il réplique avec la mort. C'est là maintenant où on interpelle le parent. Au niveau de l'école, au niveau de la maison. Les responsabilités seront partagées. Le parent de l'élève, les parents en fait, l'école aussi, les parents de l'élève, et étudier comment cet enfant a pu arriver à ce point. Si c'est un enfant mentalement déséquilibré, il doit avoir un traitement. C'est pourquoi on parle de 2 victimes au finish. Parce que c'est lui qui a tué son frère. C'est resté dans sa tête. Il peut aller un jour se suicider, on aura 2 meurtres sur le plateau. Ça n'avancerait pas la justice si vous avez 2 cadavres. Et les représailles, comme Madame Chantal venait de le dire. Vous clamez sur un enfant, vous huez sur un enfant qu'il a essayé de tuer. Il part avec cette réputation. Partout, il est indexé. Il a voulu tuer son frère. Il a voulu tuer son frère. Et un jour, peut-être avec un petit accident, on peut dire carrément que non, il a tenté. Puis, bon, il peut être sujet des lois. Il peut être arrêté, sinon lynché comme ça. Il est déjà condamné. On n'a pas le droit de condamner d'emblée un enfant comme ça. Pendant qu'il est en train de grandir, en train d'apprendre. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était fâché à l'école, on prenait des sacs, on se lançait. Hein. Mais aujourd'hui, on a des compas. Vraiment, madame, c'est autre temps, autre mœurs, en tout cas. Nous sommes en train vraiment de chuter. On nous fait déjà un signe de l'autre côté de la réalisation. Mais la toute dernière question qui me vient à l'esprit pour remettre l'antenne de l'autre côté, c'est qu'il vous arrive de pouvoir résoudre le problème à l'amiable lorsqu'il y a des faits infractionnels. Est-ce qu'il vous arrive de résoudre ou soit de répondre, de donner une réponse à l'amiable pour des faits infractionnels commis entre enfants? Oui, les arrangements à l'amiable, oui. Ça nous a été préférable aussi pour l'équilibre des enfants. C'est pas facile d'amener les enfants au tribunal devant les tauges. De toutes les manières, dans la juridiction pour enfants, on ne met pas les tauges en matière d'enfants qu'on fait avec la loi. C'est comme ça qu'on dit enfants qu'on fait avec la loi. Ce n'est pas facile. Alors, c'est préférable de faire des arrangements à l'amiable, mais par qui? Les gens ne sont pas formés par rapport à ça. L'arrangement à l'amiable n'arrêterait pas directement l'action publique. En cas de meurtre, on arrange quoi? En cas de viol sur un enfant de 3 ans, 4 ans, on arrange quoi? Et c'est compliqué. On recherche plutôt une paix pour éviter d'autres représailles en longueur surtout. Mais il nous est arrivé de faire des arrangements à l'amiable pour les infractions de moins de 10 ans, de moins de 15 ans. Bon, quand c'est pécunier, on a cassé la voiture de quelqu'un, on a abîmé quelque chose qu'on peut réparer avec de l'argent, ça passe. Les mesures transactionnelles, ça peut passer. Mais quand ce sont des infractions de delà de 15 ans, c'est compliqué pour les arrangements à l'amiable. Là, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas récupérer la psychologie de la petite fille qui a été violée à 4 ans, à 5 ans. Et même s'il y aurait réparation par les dommages et intérêts, souvent les familles dont l'auteur, l'enfant est auteur, se précipitent avec de l'argent, des maisons, des véhicules. Mais est-ce que la petite en bénéficie directement? C'est la famille qui vend et puis
se disperse cet argent comme une dot. Et la petite reste là, elle grandit avec cette blessure. Vous avez un mot de la fin, Madame Sissi, pour ce soir? Parce que nous savons que nous allons encore nous retrouver le 20 dans votre activité que vous allez devoir organiser. Comme ça, peut-être vous aurez le temps de vous étendre. Vous avez un mot de la fin pour cette émission? Heureusement, vous avez parlé de mot de la fin de ce soir. Bien sûr. Parce que ça ne peut pas finir. Bien sûr, c'est tellement... c'est là, c'est une matière intense et immense. Ça ne peut pas finir dans 30 minutes. On appellerait encore une fois à la sensibilisation des enfants. Tout le monde a compris que on ne peut pas envoyer un enfant à l'école pour être tué. L'école a le devoir de former, de transformer, d'informer, pas de déformer. Et c'est le bras de prolongation des parents pour la formation de l'élève. Donc, je préfère donner ce mot fort à l'école. Les enseignants, les parents, les institutions, les enfants. Il faudrait veiller désormais. Il y a des lois qui régissent ces choses. Il y a des limites à vos comportements. Il y a des limites à ce que vous devez faire. Donc, on aura vraiment le temps d'en parler encore prochainement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Manu. Merci. Je crois que nous aurons le plaisir de nous retrouver à la prochaine fois. Merci également à Madame Sissi, qui est juriste de formation, mais également spécialiste sur les questions de la criminalité de l'enfance. Elle est également servante de Dieu. Elle a voulu qu'on puisse, mentionner. Alors, merci à vous, chers amis téléspectateurs de la chaîne de l'Unité nationale. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver après ce break. Merci beaucoup. Nous allons devoir vous retrouver très prochainement avec un autre invité, mais également avec le même plaisir. Au revoir.